La dernière partie, le dernier chapitre du programme d'histoire de troisième s'intéresse au début de l'époque moderne et à la rupture, au changement de période historique, au passage du Moyen Âge à l'époque moderne. Selon les historiens, ce passage, ce changement de période historique a lieu aux alentours de 1492, 1492 étant la date de la découverte d'un nouveau continent, l'Amérique, par Christophe Colomb. Mais en fait, si on regarde dans le détail, on a une évolution qui se déroule sur plus d'un siècle et qui est marquée par des changements dans un grand nombre de domaines. Et c'est pour cela que l'on change de période historique. L'homme du XIIIe siècle n'est pas l'homme du XV, XVIe siècle. Un certain nombre d'évolutions radicales sont apparues dans le domaine politique, dans le domaine religieux, dans le domaine géographique avec la découverte d'un nouveau continent, donc l'élargissement des horizons, dans le domaine artistique avec ce courant que l'on appelle la Renaissance, et enfin dans le domaine intellectuel avec l'humanisme, et c'est à ce courant de pensée, l'humanisme, que nous nous intéressons aujourd'hui. Nous allons procéder en deux temps. Tout d'abord, nous nous intéressons à une figure humaniste en particulier. J'ai choisi Galilée, et ensuite nous nous servirons de cette figure humaniste pour en tirer un certain nombre d'enseignements sur les principes de l'humanisme. Galilée. Tout d'abord, Galilée est un Italien, il est né en 1564 à Pise, il était professeur de mathématiques, il a enseigné à Pise, à Padoue, il enseigne donc dans des grandes universités, dans les grandes universités italiennes de l'époque, dans les grands centres intellectuels où s'est développée la pensée humaniste et où se développe une pensée libre qui a le soutien des dirigeants politiques, et ceci est extrêmement important. Alors quels sont les apports de Galilée? Il y a tout d'abord une nouvelle vision de l'univers. Alors cette nouvelle vision de l'univers n'est pas mise en place par Galilée, il ne fait en fait que la prouver par l'observation. Galilée se fonde sur les travaux d'un homme qui a vécu une centaine d'années avant, c'est le Polonais Nicolas Copernic. Alors, quelle est la vision de l'univers communément acceptée à l'époque? La vision de l'univers communément acceptée à l'époque date d'Aristote, de Ptolémée, elle date grossièrement du IIe siècle, et c'est la vision qui est officiellement accréditée par l'Église. C'est une vision que l'on appelle la vision géocentrique. C'est un système dans lequel la Terre est au centre de l'univers et est un astre fixe autour duquel gravitent les autres planètes. La théorie de Copernic introduit un changement radical puisque cette fois-ci, c'est le Soleil qui est au centre de tout et ce sont les planètes qui gravitent autour du Soleil. On parle de système héliocentrique et on voit bien qu'il y a un changement radical de vision dans le système géocentrique, qui est le système accrédité par l'Église et communément accepté à l'époque. La Terre est au centre de tout, donc l'homme est l'objet de la création, ce qui est relativement pratique théologiquement pour montrer l'importance de l'Église. Dans le deuxième système, le nouveau système, celui qui est défendu par Copernic, puis par Galilée, eh bien, l'homme ne devient plus qu'un simple détail dans la création, il n'est plus au centre de tout, il n'est plus au centre de l'univers, ça induit une certaine angoisse, et puis ça perturbe bien entendu les idéologies religieuses de l'époque. Premier apport, une nouvelle vision de l'univers. Deuxième apport, eh bien, il y a un certain nombre d'outils. Il y a surtout, je dirais aussi, une méthode. Galilée fixe la méthode scientifique contemporaine, hein, une méthode qui est basée sur l'observation, l'expérimentation, qui permet ensuite de déduire un certain nombre de lois. On voit ce raisonnement se mettre en place, par exemple, au cours de ses travaux sur la chute des corps, où Galilée fait un certain nombre d'expériences. Il fait notamment, comme on le voit sur ce tableau, rouler une bille le long d'une poutre, et cela lui permet d'en déduire un certain nombre de lois mathématiques, qui sont des lois mathématiques fondamentales. Cette méthode basée sur l'observation lui permet de faire un certain nombre de progrès et d'être à l'origine d'un certain nombre de progrès dans le domaine de l'astronomie. Nous avons vu qu'il avait prouvé les idées qui sont celles du Polonais Copernic.
Pour prouver ses idées, Galilée utilise pour cela un instrument de l'époque qui est la lunette d'astronomie. En fait, cette lunette était auparavant utilisée sur les champs de bataille, il était à vocation militaire, et Galilée lui trouve une autre utilité. Il n'est pas l'inventeur de cette lunette d'astronomie vient de Hollande, mais il la perfectionne, il travaille notamment avec les maîtres verriers vénitiens, et à la fin de l'année 1610, il parvient à grossir 30 fois les objets observés. Et plutôt que tourner cette lunette en direction des champs de bataille, Galilée tourne cette lunette vers le ciel et fait un certain nombre d'observations, notamment sur la Lune. Il dessine, comme on le voit sur ce document, les phases de la Lune en 1616, et puis il fait un certain nombre de croquis, là aussi, qui reviennent sur des idées qui sont communément acceptées à l'époque. Les Grecs, l'Église affirmaient que la Lune était un astre lisse. Galilée, grâce à sa lunette astronomique, fait un croquis très très détaillé. On voit ici le croquis de Galilée, une photographie en noir et blanc de la Lune. On s'aperçoit qu'il y a d'énormes ressemblances. C'est donc un croquis extrêmement détaillé, extrêmement fin, extrêmement minutieux. Et il découvre toute une géographie à la surface de la Lune. Il découvre des montagnes, il découvre des vallées. Là encore, il va à contre-courant des idées qui sont acceptées communément à l'époque. D'où, un conflit. On s'en doute, c'est l'éternel conflit entre l'ancien et le nouveau. L'Église et plus particulièrement le tribunal de l'Acquisition font 2 procès à Galilée, un en 1616 et un en 1633. Et on voit qu'il y a que 2 conceptions radicalement différentes. La vision de Galilée et la vision scientifique. Ce qui est vrai et ce que j'ai observé et expérimenté, il se fonde sur la raison, il se fonde aussi sur ce qu'il appelle des expériences sensibles. La vision de l'Église est, elle, radicalement différente. Ce qui est vrai, c'est ce qui est affirmé dans les Écritures, et il n'est pas possible d'affirmer quelque chose de contraire à ce qui est noté dans les Saintes Écritures, dans la Bible, ou de remettre en cause les interprétations qui sont celles des pères de l'Église. Dans la pensée chrétienne, Dieu a créé l'homme à son image, il est au centre de tout, la raison d'être de l'univers, et il n'est pas possible qu'il soit autre part qu'au centre de l'univers. Or, nous avons vu que Galilée avait prouvé l'exact inverse. Donc d'un côté, on a un système de pensée, celui de l'Église et de l'époque, qui se fonde sur les croyances incontestables. De l'autre côté, nous avons un autre système de pensée, qui est le système de pensée scientifique de Galilée, qui se fonde sur la raison, les expériences, et pour qui les choses doivent être prouvées. Quel est le dénouement de l'affaire pour Galilée? Eh bien, en 1616, au terme du premier procès, il est interdit à Galilée d'enseigner les idées de Copernic, et puis au deuxième procès, en 1633, après la parution de son ouvrage intitulé Dialogue sur les 2 grands systèmes du monde, Galilée est condamné à la prison à vie, et puis il doit au final abjurer ses idées, il doit renier ses idées. En fait, il n'avait pas vraiment le choix. L'Église est la grande caution intellectuelle de l'époque, et elle verrouille énormément la connaissance. Si on prend l'exemple du moine Giordano Bruno, qui était un humaniste de l'époque, qui avait démontré de façon philosophique qu'il existait d'autres mondes habités que la Terre, Giordano Bruno, qui avait refusé de revenir sur ces théories, a été condamné pour hérésie par le tribunal de l'Inquisition et brûlé vif vers 1600. Donc c'est le souci de rester en vie qui entraîne l'abjuration de Galilée. Nous venons de parcourir très très rapidement la vie et de souligner les apports en termes de connaissances et de méthodes qui sont ceux de Galilée. Et bien maintenant, essayons d'en déduire un certain nombre de principes de l'humanisme. Alors l'humanisme, c'est un courant intellectuel qui apparaît au XVe siècle. C'est un courant de pensée, et c'est un courant de pensée qui se développe dans les grandes villes, dans les grandes universités d'Europe de l'Ouest. Et ces grandes villes, ces grandes universités sont aussi des lieux où l'on a des ateliers d'imprimerie. L'imprimerie est mise au point par Gutenberg. Alors il n'a pas inventé l'imprimerie, il a en fait tiré profit de nombreuses techniques existantes
à l'époque, la presse, les caractères mobiles en plomb, et grâce à tout cela, Gutenberg, à peu près à la moitié du XVe siècle, met au point son système d'imprimerie qui permet d'imprimer un ouvrage en très très grand nombre, et donc bien de baisser les coûts de production d'un livre. Et donc c'est un formidable accélérateur pour la connaissance, c'est un formidable outil pour les humanistes afin de développer leurs théories et puis de les diffuser. Donc les centres d'imprimerie sont aussi les lieux de l'humanisme. Dégageons quelques principes pour ce qui est de l'humanisme. Nous l'avons vu dans le conflit entre l'Ancien et le Nouveau, entre l'Église et Galilée. Les humanistes placent l'homme, la nature au centre de leurs préoccupations et de leurs intérêts. Dieu n'est plus au centre de tout comme à l'époque médiévale, et ils rompent radicalement avec les idées reçues, remettent en cause des idées communément acceptées. Ils entrent donc souvent en conflit avec l'Église. Deuxième élément, nous l'avons vu là aussi avec Galilée, l'utilisation de sa lunette astronomique. Il profite de l'apparition de nouveaux instruments qui leur permettent de remettre en cause les idées communément admises, et il donne d'ailleurs une grande importance aux expériences, à l'observation, aux expérimentations. Les humanistes affirment la supériorité de la raison, et notamment la supériorité de la raison sur les croyances. Autre élément, les humanistes s'intéressent à tous les domaines de la connaissance et de l'expérience. Il n'y a pas de discipline secondaire, astronomie, biologie, art, langue, littérature, tout est important et tous les domaines de la connaissance sont nécessaires pour forger un humaniste, un homme complet. Et les humanistes, comme on le voit dans ce tableau de Raphaël, intitulé l'école d'Athènes, vont aller chercher de nouvelles idées et renouer avec les auteurs et les textes antiques qu'ils vont remettre au goût du jour et sur lesquels ils vont se fonder pour développer leurs connaissances. Ils vont se fonder notamment sur des auteurs comme Platon, Aristote, tout en sachant bien entendu prendre les distances, nous l'avons vu au travers de Galilée. Au final, cet humanisme, ce courant intellectuel va permettre un très grand nombre de progrès. Nous avons vu ici des progrès dans le domaine de l'astronomie qui sont difficiles puisque il faut faire face aux multiples freins que l'on rencontre. Les humanistes sont aussi à l'origine de progrès dans le domaine de la médecine et de l'anatomie. On connaît par exemple le grand anatomiste français de l'époque, Vézal. Il se livre à la dissection de cadavres, ce qui lui permet de cartographier de façon très détaillée le corps humain. D'autres grands humanistes s'intéressent aussi à ce domaine de la connaissance, comme par exemple ici Léonard de Vinci, dont nous avons quelques planches anatomiques. Et enfin, les humanistes font aussi progresser la connaissance dans le domaine des mathématiques. Mais bon, il est relativement difficile de se cantonner comme ça à quelques domaines de la connaissance. Les humanistes sont des hommes complets, et on le voit dans ce tableau qui est intitulé Vision de Saint-Augustin. On a la représentation de l'atelier type d'un humaniste. Il y a de tout dans cet atelier. Il y a des œuvres d'art, il y a des livres, il y a un globe astronomique, il y a des instruments mathématiques. L'humaniste est véritablement un homme complet, un homme qui s'intéresse à tous les champs de la connaissance. Et puis si on cherche un exemple type d'humaniste, outre Galilée, on pourrait prendre Léonard de Vinci, qui est véritablement très très représentatif du mouvement. C'est un peintre, c'est un architecte, c'est un ingénieur, c'est un homme qui s'est intéressé à tous les champs de la connaissance.